Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. Oui, je porte un bonnet, j'ai vraiment très froid et je ne veux pas tomber malade. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas froid. Et je vais reprendre la lecture. Les 4 filles du docteur March. J'en suis au chapitre 5, bon voisinage. Et ça gratte un peu, non? Pardon, la laine. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci beaucoup pour votre écoute. Bon voisinage. Mais que diable vas-tu encore faire, Joe demanda Meg par un après-midi neigeux alors que sa sœur traversait le couloir d'une démarche pesante en bottes de caoutchouc, vieille, vareuse et bonnet, un balai dans une main et une pelle dans l'autre. Je sors faire de l'exercice, répondit Joe, une lueur malicieuse dans l'œil. J'aurais pensé que 2 longs trajets à pied ce matin t'auraient suffi. Il fait froid et gris dehors et je te conseille de rester au sec et au chaud près du feu, comme moi, dit Meg en frissonnant. Je n'écoute jamais les conseils. Je ne suis pas capable de me tenir tranquille toute la journée et comme je ne suis pas un chat, je n'aime pas somnoler près du feu. J'aime les aventures et je pars en quête. Meg repartit se faire griller les pieds en lisant Ivanhoe et Joe se mit à pelleter les allées avec beaucoup d'énergie. La neige était légère et, à l'aide de son balai, elle eut au fait de déblayer tout autour du jardin un chemin que Beth pourrait emprunter lorsque le soleil apparaîtrait. Et les poupées invalides avaient besoin de grand air. Le jardin séparait la maison des March de celle de Mr. Lawrence. Toutes deux se trouvaient dans un quartier périphérique de la ville qui avait encore des airs de campagne, avec des bosquets et des pelouses, de grands jardins et des rues tranquilles. Une petite haie séparait les 2 propriétés. D'un côté, une vieille maison de couleur brune, à l'aspect plutôt dénudé et miteux, dépouillait qu'elle était de plantes grimpantes qui, en été, recouvraient ses murs et des fleurs qui l'entouraient. De l'autre côté, une vaste demeure en pierre majestueuse qui laissait pleinement présager de tout le confort et le luxe qu'elle abritait, de la spacieuse remise au terrain bien entretenu en passant par le jardin d'hiver et ce qu'on pouvait apercevoir des jolies choses dissimulées derrière les somptueux rideaux. Malgré tout, la maison semblait solitaire et sans vie, car aucun enfant ne gambadait sur la pelouse, aucun visage maternel ne souriait aux fenêtres et peu de gens entraient et sortaient, à l'exception du vieux monsieur et de son petit-fils. Dans la vive imagination de Joe, cette belle maison s'apparentait à une sorte de palais enchanté, débordant de splendeurs et de délices dont personne ne profitait. Elle voulait depuis longtemps admirer ces gloires cachées et rencontrer le jeune Lawrence, qui semblait désireux de faire connaissance s'il savait seulement comment s'y prendre. Depuis la fête, elle était plus enthousiaste que jamais et avait élaboré des tas de stratagèmes pour devenir son amie, mais personne ne l'avait vue récemment et Joe commençait à se dire qu'il était parti lorsqu'elle aperçut un jour un visage brun derrière une fenêtre à l'étage, qui observait avec mélancolie leur jardin où Bess et Amy se livraient à une bataille de boules de neige. Ce garçon se languit de compagnie et de divertissement, se dit-elle. Son grand-père ne sait pas ce qui est bon pour lui et le garde enfermé tout seul. Il a besoin de camarades gays avec qui jouer ou de quelqu'un de jeune et plein de vitalité. L'envie me démange d'aller le dire au vieux monsieur. L'idée amusait Joe, qui se plaisait à être audacieuse et scandalisait toujours Meg par ses étranges performances. Elle n'avait pas oublié le projet d'y aller et, lorsque cet après-midi neigeux survint, Joe décida de voir ce qu'elle pouvait faire. Elle vit Mr. Lawrence partir en voiture et creusa allègrement un passage jusqu'à la haie, où elle s'arrêta et observa les environs. Tout était calme. Les rideaux baissés devant les ouvertures du rez-de-chaussée, les domestiques invisibles et pas le moindre être humain en vue, à l'exception d'une tête aux cheveux bouclés appuyée sur une main fine derrière la fenêtre à l'étage. Le voilà, songea Joe. Pauvre garçon. Tout seul et malade par cette journée maussade. Quelle honte! Je vais lancer une boule de neige pour qu'il regarde vers ici et lui dire quelque chose de gentil. Une pleine poignée de neige s'envola et la tête se tourna d'un coup, révélant un visage qui perdit son air apathique en un éclair, et les grands yeux s'illuminèrent, la bouche esquissa un sourire.
Joe fit un signe de tête, rit et brandit son balai en criant « Comment allez-vous? Êtes-vous malade ?» Laurie ouvrit la fenêtre et croassa d'une voix aussi rauque que celle d'un corbeau. « Mieux, merci. J'ai un horrible rhume et je suis restée enfermée 1 semaine. Je suis désolée. Avec quoi vous distrayez-vous ?»« Rien. C'est aussi ennuyeux qu'une tombe ici. Vous ne lisez pas ?»« Pas tellement. Il m'en empêche. Personne ne peut vous faire la lecture. Grand-père le fait parfois, mais mes livres ne l'intéressent pas et je déteste demander sans arrêt à Brooke. Faites en sorte que quelqu'un vienne vous voir alors. » « Il n'y a personne que j'ai envie de voir. Les garçons font un tel vacarme et j'ai mal à la tête. » « N'y a-t-il pas une gentille fille qui vous ferait la lecture et vous distrairait? Les filles sont calmes et aiment jouer les infirmières. » « Je n'en connais aucune. »« Vous me connaissez, commença Joe, avant de rire et de s'interrompre. Bien sûr, voulez-vous venir s'il vous plaît, s'écria Laurie. Je ne suis pas calme et gentille, mais je vais venir si maman le veut bien. Je vais lui demander. Fermez cette fenêtre comme un bon garçon et attendez que j'arrive. Sur ce, Joe balança le balai sur son épaule et entra d'un pas décidé dans la maison en s'interrogeant sur ce que toutes allaient lui dire. Laurie était toute excitée à l'idée d'avoir de la compagnie et courait partout pour être prêt, car, comme l'avait dit Madame March, il était un petit gentleman et voulait faire honneur à l'invitée imminente en brossant sa tête bouclée, en changeant son col pour un propre et en essayant de mettre de l'ordre dans la pièce qui, malgré une demi-douzaine de domestiques, était très mal rangée. Peu de temps après, une bruyante sonnette retentit, puis une voix décidée demanda « Mr. Laurie » et une servante à l'air surpris grimpa en courant annoncer une jeune dame. « D'accord, faites-la monter. C'est Mademoiselle Joe, » dit Laurie en se dirigeant vers la porte de son petit salon pour accueillir Joe qui apparut, le visage rosé et avenant, et très à l'aise, un plat couvert dans une main et les 3 chatons de Beth dans l'autre. « Me voilà avec armes et bagages, dit-elle vivement. Maman vous envoie ses amitiés et elle est contente que je puisse faire quelque chose pour vous. Meg a voulu que je vous apporte de son blanc manger. Elle le fait très bien. Et Bess a pensé que ces chats seraient réconfortants. Je savais qu'ils vous feraient pousser des hauts cris, mais je ne pouvais pas refuser. Elle tenait tant à participer. » Il s'avéra que le drôle de près de Beth était exactement ce qu'il fallait, car en riant des chatons, Laurie oublia sa timidité et devint immédiatement plus sociable. « Ça a l'air trop joli pour qu'on le mange, » dit-il en souriant de plaisir lorsque Joe découvrit le plat et révéla le blanc mangé, entouré d'une guirlande de feuilles vertes et des fleurs écarlates provenant du géranium adoré d'Amy. Ce n'est pas grand-chose, c'est seulement qu'elle voulait toute être gentille et le montrer. Dites à la bonne de le mettre de côté pour votre thé. C'est si simple, vous pouvez le manger et, comme c'est mou, ça glissera sans faire mal à votre gorge douloureuse. Comme cette pièce est agréable. Elle pourrait l'être si on en prenait soin, mais les bonnes sont paresseuses et je ne sais pas comment m'y prendre pour qu'elles s'en occupent. Pourtant, ça me tracasse. Je vais la ranger en 2 minutes. Il faut seulement balayer l'âtre, voilà. Et que les objets soient bien droits sur le manteau de la cheminée, voilà. Et les livres posés ici, et les bouteilles là, et votre canapé à l'écart de la lumière, et tapoter un peu les oreillers. Voilà, c'est arrangé. Et ça l'était, car tout en riant et en parlant, Joe avait, à toute vitesse, remis les choses à leur place et avait donné un aspect légèrement différent à la pièce. Laurie l'observait dans un silence respectueux et, lorsqu'elle lui fit signe de s'asseoir sur son canapé, il s'y installa avec un soupir de satisfaction en disant avec gratitude « Que vous êtes gentille. Oui, c'est ce dont elle avait besoin. À présent, je vous en prie, prenez le fauteuil et laissez-moi faire quelque chose pour distraire mon invité. »« Non, c'est moi qui suis venue pour vous distraire. Voulez-vous que je vous fasse la lecture ?» demanda Joe avec un regard affectueux en direction des livres alléchants posés près d'elle. « Merci, mais je les ai tous lus et si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais mieux discuter, » répondit Laurie. « Pas du tout. Je peux parler toute la journée si on me laisse commencer. Bess dit que je ne sais jamais quand m'arrêter. » Bess, c'est celle au teint rose qui passe beaucoup de temps à la maison et sort parfois avec un petit panier, s'enquit Laurie d'un air intéressé. « Oui, c'est Beth. C'est ma petite fille. Elle est vraiment gentille. » Celle qui est jolie, c'est Meg. Et celle aux cheveux bouclés, Amy, je crois. « Comment avez-vous découvert ça ?» Laurie rougit, mais répondit en toute franchise. « Eh bien, vous voyez, je vous entends souvent vous interpeller les unes les autres et comme je suis tout seul ici, je ne peux pas m'empêcher de regarder votre maison. Vous donnez toujours l'impression de tellement vous amuser. Je vous demande pardon d'être si impolie.
Mais parfois, vous oubliez de baisser les rideaux de la fenêtre et où il y a les fleurs. Et lorsque les lampes sont allumées, c'est comme contempler un tableau, de voir le feu et vous tout autour de la table avec votre mère. Son visage est juste en face et il a l'air si doux derrière les fleurs. Je ne peux m'empêcher de l'observer. Je n'ai pas de mère, vous savez. Et Laurie tisonna le feu pour dissimuler la légère crispation de ses lèvres qu'il était incapable de contrôler. La lueur solitaire, avide dans ses yeux à la droite au grand cœur de Joe. On lui avait si simplement appris qu'il n'y avait rien d'absurde dans sa tête qu'à 15 ans elle était aussi innocente et franche qu'une enfant. Laurie était malade et seule et, sentant à quel point elle était riche de l'amour de son foyer et de son bonheur, elle était volontiers prête à le partager avec lui. Son visage mat était très amical et sa voix cassante inhabituellement douce lorsqu'elle déclara « Nous ne baisserons plus jamais ce rideau et je vous donne la permission de regarder autant que vous le désirez. Malgré tout, j'aimerais que, plutôt que de nous observer à la dérobée, vous veniez nous voir. Maman est tellement merveilleuse qu'elle vous fera énormément de bien. Et Beth chantera pour vous si je la supplie de le faire et Amy dansera. Meg et moi vous ferons rire avec nos drôles d'accessoires de théâtre et nous nous amuserons bien. Votre grand-père vous autorisera à venir ? Je pense que oui, si votre mère lui demande. Il est très gentil, même s'il n'en a pas l'air. Et il me laisse faire ce que je veux, plus ou moins. Il a seulement peur que je dérange les étrangers, commença Laurie, qui s'animait de plus en plus. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des voisins, et vous ne devriez pas penser que vous dérangez. Nous avons vraiment envie de vous connaître et j'essaie depuis si longtemps. Nous sommes là depuis peu, voyez-vous, mais nous avons sympathisé avec tous nos voisins, sauf vous. Vous comprenez, grand-père vit au milieu de ses livres et ne s'occupe pas tellement de ce qui se passe à l'extérieur. Mr. Brooke, mon précepteur, n'habite pas ici, vous savez, et je n'ai personne pour sortir avec moi. Alors je reste à la maison et je me débrouille comme je peux. Ce n'est pas bien. Vous devriez vous jeter à l'eau et rendre visite à tous ceux qui vous le proposent. Ainsi, vous auriez beaucoup d'amis et d'endroits agréables où aller. Peu importe que vous soyez timide, ça ne durera pas si vous persévérez. Laurie rougit à nouveau. Mais être traité de timide ne l'offensa pas, car il y avait tant de bonne volonté chez Joe qu'il était impossible de ne pas voir dans ses paroles brusques la gentillesse qu'elle avait l'intention d'y mettre. « Vous aimez bien votre école ?» demanda le garçon, changeant de sujet après un bref silence durant lequel il fixa le feu, et Joe regarda autour d'elle d'un air réjoui. « Je ne vais pas à l'école, je suis un homme d'affaires. Ou une femme, je veux dire. Je suis au service de ma tante, et elle aussi, c'est une chère vieille dame colérique. » répondit Joe. Laurie ouvrit la bouche pour poser une autre question, mais, se souvenant qu'il était contraire aux bonnes manières de trop s'enquérir des affaires des autres, il la referma et prit un air embarrassé. Joe appréciait sa bonne éducation et, comme ça ne le gênait pas de rire aux dépens de tante March, elle lui fit une description haute en couleurs de la vieille dame nerveuse, de son caniche gras, du perroquet qui parlait espagnol et de la bibliothèque dont elle se délectait. Laurie y prit un immense plaisir, et lorsqu'elle parla du vieux gentleman guindé qui était un jour venu courtiser tante March et lui raconta comment, au milieu d'un beau discours, Paul lui avait arraché sa perruque, à son grand désarroi, le garçon bascula en arrière et rit jusqu'à ce que les larmes coulent sur ses joues et qu'une bonne glisse la tête dans l'entrebâillement de la porte pour voir ce qui se passait. « Oh, ça me fait un bien fou. Poursuivez, s'il vous plaît, dit-il, son visage émergeant des coussins du canapé, rouge et rayonnant de gaieté. Aux anges devant son succès, Joe poursuivit donc, parla de leurs pièces et de leurs projets, de leurs espoirs et de leurs craintes pour leur père et des événements les plus intéressants du petit monde dans lequel vivaient les 4 sœurs. Puis ils se mirent à discuter livres et, pour son plus grand plaisir, Joe découvrit que Laurie les aimait autant qu'elle et avait lu encore davantage. « Si vous les aimez tant, descendez voir les nôtres. Grand-père est sorti, alors inutile d'avoir peur, » proposa Laurie en se levant. « Je n'ai peur de rien, » rétorqua Joe avec un brusque mouvement de tête. « Je n'en doute pas, » s'exclama le garçon en la regardant avec une vive admiration. Même s'il pensait au fond de lui qu'elle aurait de bonnes raisons d'être un tantinet effrayée par le vieux monsieur si elle le rencontrait lors d'un de ses accès de mauvaise humeur. L'atmosphère de la maison ayant pris des airs de vacances, Laurie la conduisit de pièce en pièce, laissant Joe s'arrêter pour examiner tout ce qui frappait son imagination. Ils finirent par atteindre la bibliothèque, où elle applaudit et cabriola, ce qu'elle faisait toujours lorsqu'elle était particulièrement ravie.
Elle était tapissée de livres et il s'y trouvait des tableaux et des statues et de petites vitrines distrayantes pleines de pièces de monnaie et de curiosités, des fauteuils Sleepy Hollow, des tables étranges et des bronzes et, par-dessus tout, une grande cheminée à foyer ouvert entourée de carreaux originaux. « Quelle splendeur !» soupira Jo en s'enfonçant dans un profond fauteuil en velours et en regardant autour d'elle avec un air d'intense satisfaction. « Theodore Lawrence, vous devriez être le garçon le plus heureux du monde, ajouta-t-elle impressionnée. « On ne peut pas vivre de livres, dit Laurie en secouant la tête, perchée sur une table en face d'elle. Avant qu'il n'eût le temps de poursuivre, une sonnette retentit et Jo se leva d'un coup, s'exclamant, inquiète. « Miséricorde, c'est votre grand-père. » « Eh bien, et alors ? Vous n'avez peur de rien, vous savez bien, répliqua le garçon avec un air malicieux. Je crois que j'ai un petit peu peur de lui, mais je ne sais pas pourquoi. Mamie a dit que je devrais venir et je ne pense pas que vous vous en portiez plus mal, dit Jo en se reprenant, même si elle gardait un œil sur la porte. Je m'en porte bien mieux et je vous en suis d'autant plus reconnaissant. J'ai seulement peur que vous soyez très lasse de m'en parler, de me parler. C'était tellement agréable, je ne pourrais supporter d'arrêter, dit Laurie avec gratitude. Le docteur pour vous, monsieur, dit la bonne en lui faisant signe. Cela vous ennuie-t-il que je vous laisse 1 minute? J'imagine que je dois le voir, dit Laurie. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis heureuse comme un poisson dans l'eau ici, répondit Jo. Laurie sortit et son invitée se divertit à sa façon. Elle était debout devant un portrait du vieux monsieur lorsque la porte s'ouvrit à nouveau et, sans se retourner, elle déclara d'un ton résolu. Maintenant, je suis certaine que je n'ai aucune raison d'avoir peur de lui, parce qu'il a un regard gentil, même si sa bouche est sévère et qu'il semble avoir une volonté de faire. Il n'est pas aussi beau que mon grand-père, mais je l'aime bien. « Merci, madame, » dit une voix bourrue derrière elle. Et là, à son grand désarroi, se tenait le vieux Mr. Lawrence. La pauvre Jo s'empourpra au point de ne pouvoir devenir plus rouge, et son cœur se mit à battre trop vite en songeant à ce qu'elle venait de dire. L'espace d'1 minute, une folle envie de s'enfuir s'empara d'elle. Mais Stella, chez les filles, se moquerait d'elle. Elle résolut donc de rester et de se tirer comme elle pourrait de ce mauvais pas. Un second coup d'œil lui apprit que les yeux vifs, sous les sourcils gris broussailleux, étaient encore plus aimables que ceux du tableau, et une petite lueur malicieuse y pétillait qui réduisit considérablement sa peur. Ce fut lu d'une voix plus bourrue que jamais que le vieux gentleman dit brusquement après un redoutable silence. « Ainsi, vous n'avez pas peur de moi, hein ?»« Pas tellement, monsieur. »« Et vous pensez que je ne suis pas aussi beau que votre grand-père ?»« Pas tout à fait, monsieur. »« J'ai une volonté de faire, n'est-ce pas ?»« J'ai seulement dit que je le pensais. »« Mais malgré tout, vous m'aimez bien. »« Oui, monsieur. » Cette réponse plut au vieux monsieur. Il eut un rire bref, lui serra la main et, posant ses doigts sous son menton, il lui tourna le visage, l'examina avec sérieux et la lâcha en déclarant avec un hochement de tête « Vous avez l'esprit de votre grand-père. Sinon son physique. Il était réellement beau, ma chère, mais encore mieux, il était courageux et honnête, et j'étais fière d'être son ami. Merci, monsieur. » Jo se sentait plutôt à l'aise maintenant, car tout cela lui convenait parfaitement. « Qu'avez-vous fait, mon garçon, hein ?» fut la question suivante posée d'un ton sec. « J'ai seulement essayé d'avoir des relations de bon voisinage, monsieur. » Et Jo lui raconta comment ils en étaient arrivés à ce qu'elle lui rende visite. « Vous pensez qu'il a besoin de se distraire un peu, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. Il semble assez seul et voir des jeunes gens lui ferait peut-être du bien. Nous ne sommes que des filles, mais nous serions heureuses d'aider si nous le pouvons, car nous n'oublions pas le merveilleux cadeau de Noël que vous nous avez envoyé, dit Jo avec empressement. Allons, allons, c'était une idée du garçon. Comment va la pauvre femme? Elle va bien, monsieur. Et Jo, poursuivi de son débit rapide, parla des Hummel auxquels sa mère avait intéressé des amis plus riches qu'elle. Exactement la façon qu'avait son père de faire le bien. Je devrais aller rendre visite à votre mère un de ces jours. Dites-le lui. La cloche du thé sonne. Nous le prenons tôt à cause du jeune homme. Venez et poursuivons nos relations de bon voisinage. Si vous voulez bien m'inviter, monsieur, je ne vous demanderai pas sinon. Et Mr. Lawrence lui offrit son bras avec une courtoisie d'autrefois.
Que dirait Meg de ça, songea Joe en se laissant guider, les yeux pétillants de gaieté et en s'imaginant raconter cette histoire à la maison. « Mais que diable lui arrive-t-il » demanda le vieux. « Mais que diable lui arrive-t-il » demanda le vieux monsieur en voyant Laurie descendre l'escalier en courant et s'arrêter net avec un sursaut de surprise en découvrant, stupéfait, Joe bras dessus, bras dessous avec son redoutable grand-père. « Je ne savais pas que vous étiez rentré, monsieur, commença-t-il alors que Joe lui jetait un petit coup d'œil triomphant. « C'est évident, vu le boucan que tu fais en descendant l'escalier. Viens prendre ton thé, monsieur, et conduis-toi en gentleman. » Et après avoir tiré les cheveux de Laurie en guise de geste d'affection, Mr. Lawrence poursuivit sa route, tandis que Laurie se livrait à une série de mouvements comiques dans leur dos, ce qui faillit provoquer un éclat de rire chez Joe. Le vieux gentleman parla peu en buvant ses 4 tasses de thé, mais il observa les jeunes gens qui bavardèrent bientôt comme de vieux amis, et le changement chez son petit-fils ne lui échappa pas. Il y avait maintenant des couleurs, une flamme et de l'entrain dans le visage du garçon, de la vivacité dans son attitude et une franche gaieté dans son rire. « Elle a raison, ce garçon est vraiment seul. Je vais voir ce que ces petites filles peuvent faire pour lui, » songea Mr. Lawrence en les observant et en les écoutant. Il aimait bien Joe. Ses façons étranges et brusques lui plaisaient et elle semblait comprendre le jeune garçon presque aussi bien que si elle était elle-même un garçon. Si les Lawrence avaient été ce que Joe appelait guindés et compassés, elle ne se serait pas du tout entendue avec eux, car de telles personnes l'intimidaient et l'embarrassaient. Mais comme elle les trouvait très libres et faciles à vivre, elle était tout à fait elle-même et fit bonne impression. Quand ils se levèrent, elle proposa de partir, mais Laurie annonça qu'il avait encore une chose à lui montrer et il la conduisit au jardin d'hiver qui avait été éclairé à son intention. Il sembla assez féerique à Joe qui parcourut les allées, prenant plaisir à observer les parois fleuries de chaque côté, la lumière douce, l'atmosphère suave et humide et les merveilleux arbres et plantes grimpantes qui pendaient au-dessus de sa tête, tandis que son nouvel ami coupait les plus belles fleurs jusqu'à en avoir les mains pleines. Puis il les fit cela en déclarant avec cet air heureux que Joe aimait avoir « S'il vous plaît, donnez-les à votre mère et dites-lui que j'aime beaucoup le remède qu'elle m'a envoyé. » Ils retrouvèrent Mr. Lawrence debout devant le feu du grand salon, mais l'attention de Joe était tout entière captivée par un piano à queue ouvert. « Vous jouez » demanda-t-elle en se tournant vers Laurie d'un air respectueux. « Parfois » répondit-il modestement. « S'il vous plaît, jouez, je veux l'entendre pour pouvoir en parler à Beth. »« Vous ne voulez pas commencer ?»« Je ne sais pas jouer, trop bête pour apprendre, mais j'adore la musique. » Laurie joua donc et Joe écouta, le nez voluptueusement enfoui dans les héliotropes et les roses-thé. Son respect et sa considération pour le jeune Lawrence s'accrurent considérablement, car il jouait remarquablement bien sans se donner de grands airs. Elle aurait voulu que Bess puisse l'entendre, mais elle ne dit rien. Elle se contenta de le couvrir d'éloges jusqu'à ce qu'il fût quelque peu confus et que son grand-père vînt à la rescousse. « Suffit, jeune dame. Trop de chatteries ne sont pas bonnes pour lui. Il ne joue pas trop mal, mais je voudrais qu'il soit aussi bon dans des domaines plus importants. Vous partez ? Eh bien, merci 1000 fois. Et j'espère que vous reviendrez. Mes hommages à votre mère. Bonne nuit, Dr. Joe. » Il lui serra gentiment la main, mais donnait l'impression d'être contrarié. Quand ils arrivèrent dans l'entrée, Joe demanda à Laurie si elle avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Il secoua la tête. « Non, c'est moi. Il n'aime pas m'entendre jouer. Pourquoi ? Je vous le dirai un jour. John va vous raccompagner chez vous puisque je ne peux pas. Inutile. Je ne suis pas une jeune lady et c'est à 2 pas. Prenez soin de vous, d'accord ? Oui, mais vous reviendrez, j'espère. Si vous promettez de venir nous voir lorsque vous irez mieux. C'est promis. Bonne nuit, Laurie. Bonne nuit, Joe. Bonne nuit. Après avoir écouté toutes les aventures de l'après-midi, la famille tout entière se sentit encline à aller leur rendre visite, car chacune trouvait quelque chose de très attirant dans la grande maison de l'autre côté de la haie. Madame March voulait discuter de son père avec le vieux monsieur qui ne l'avait pas oublié. Meg rêvait de se promener dans le jardin d'hiver. Beth soupirait après le piano à queue et Amy était très désireuse de voir les beaux tableaux et les statues. « Maman, pourquoi Mr. Lawrence n'aime pas que Laurie joue ?» demanda Joe, qui était d'un caractère curieux. « Je n'en suis pas certaine, mais je pense que c'est parce que son fils, le père de Laurie, a épousé une Italienne. Une musicienne, ce qui déplaisait au père, qui est très fier. La dame était bonne, charmante et douée, mais il ne l'aimait pas et n'a jamais revu son fils après leur mariage.
Ils sont morts tous les deux lorsque Laurie était un petit garçon et son grand-père l'a recueilli. J'imagine que le jeune homme qui est né en Italie n'est pas très robuste et le vieil homme a peur de le perdre, ce qui le rend si prudent. Laurie a un amour inné pour la musique, car il est comme sa mère et il est probable que son grand-père craigne qu'il ne veuille devenir musicien. En tout cas, son talent lui rappelle la femme qu'il n'aimait pas. C'est pour cette raison qu'il voit ça d'un mauvais œil, comme dit Joe. « Mon Dieu, comme c'est romantique !» s'exclama Meg. « C'est idiot, dit Joe. Qu'il le laisse être musicien si c'est ce qu'il veut, et qu'il ne lui gâche pas la vie en l'envoyant à l'université qu'il déteste. C'est pour cette raison qu'il a de si beaux yeux noirs et de bonnes manières, j'imagine. Les Italiens sont toujours charmants, dit Meg, qui était légèrement sentimentale. « Que sais-tu de ses yeux et de ses manières? Tu ne lui as jamais parlé, ou à peine, s'écria Joe, qui n'était pas du tout sentimental. Je l'ai vu à la fête, et ce que tu racontes démontre qu'il sait comment se comporter. Il a prononcé de belles paroles au sujet du remède que lui a envoyé maman. Il parlait du blanc manger, je suppose. Que tu es stupide, mon enfant. Il parlait de toi, bien sûr. Ah bon? Et Joe ouvrit grand les yeux comme si ça ne lui était pas encore venu à l'esprit. Je n'ai jamais vu une fille pareille. Tu es incapable de reconnaître un compliment quand on t'en adresse un, dit Meg, avec l'expression d'une jeune dame qui connaît tout du sujet. Je pense que ce sont des absurdités et je te saurai gré de ne pas être idiote et de ne pas gâcher mon plaisir. Laurie est un gentil garçon et je l'aime bien. Il n'est pas question de baliverne sentimentale à propos de compliments et de bêtises de ce genre. Nous serons toutes bonnes avec lui parce qu'il n'a pas de mère et il va peut-être venir nous voir. N'est-ce pas, Marmie? Oui, Joe, ton jeune ami est le bienvenu et j'espère que Meg se souviendra que les enfants doivent rester des enfants aussi longtemps qu'ils le peuvent. Je ne me considère plus comme une enfant, je n'ai même pas 13 ans, fit remarquer Amy. Qu'en dis-tu, Beth? Je songeais à notre voyage du pèlerin, répondit Beth, qui n'avait pas écouté un mot. À la façon dont on sort du bourbier et traversons la porte étroite en nous décidant à être bons, et dont on escalade la colline escarpée à force de persévérance. Et peut-être que la maison là-bas, pleine de choses splendides, va être notre palais plein de beauté. Nous devrons d'abord passer devant les lions, dit Joe, comme si cette perspective lui plaisait assez. Pardon. Chapitre 6. Beth découvre le palais plein de beauté. La grande maison se révéla être un palais plein de beauté, même s'il fallut un certain temps pour que toutes y pénètrent et si Beth eut beaucoup de mal à passer devant les lions. Le vieux Mr. Lawrence était le plus imposant de tous, mais après qu'il fut venu leur rendre visite, eut adressé un mot drôle ou gentil à chacune des filles et eut discuté du bon vieux temps avec leur mère, aucune n'eut plus guère peur de lui, à l'exception de la timide Beth. L'autre lion était le fait qu'elles étaient pauvres et Laurie riche, raison pour laquelle elles appréhendaient d'accepter des faveurs qu'elles ne pouvaient rendre. Mais, au bout d'un certain temps, elles s'aperçurent que c'était lui qui les considérait comme ses bienfaitrices et il n'en faisait jamais assez afin de manifester sa gratitude pour l'accueil maternel de Madame March, leur joyeuse compagnie et le réconfort qu'ils trouvaient dans leur humble foyer. Elles oublièrent donc rapidement leur fierté et ils échangèrent des gentillesses sans cesser de se demander lesquelles étaient les plus grandes. Des tas de choses agréables survinrent à cette époque, car cette nouvelle amitié s'épanouissait comme les fleurs au printemps. Toutes aimaient bien Laurie et il informa en privé son précepteur que les March étaient de merveilleuses filles. Avec le délicieux enthousiasme de la jeunesse, elles accueillirent le garçon solitaire en leur sein, firent grand cas de lui et ils trouvaient absolument charmante la compagnie innocente de ces filles candides. N'ayant jamais connu de mère ou de sœur, l'influence qu'elles avaient sur lui se fit rapidement sentir et leur façon d'être active, pleine d'entrain, le rendait honteux de la vie indolente qu'il menait. Il était là des livres et considérait désormais les gens comme si intéressants que Mr. Brooke fut forcé de faire des comptes-rendus très peu satisfaisants, car Laurie faisait sans cesse l'école buissonnière pour courir chez les March. « Peu importe, accordez-lui des vacances et vous rattraperez plus tard, » disait le vieil homme. Notre gentille voisine d'à côté dit qu'il étudie trop et qu'il a besoin de la compagnie de jeunes, de divertissement et d'exercice. Je soupçonne qu'elle a raison et que j'ai dorloté ce gamin comme si j'étais sa grand-mère. Laissons-le faire ce qu'il aime tant qu'il est heureux. Il ne peut rien faire de mal dans ce couvent en miniature et Madame March fait davantage pour lui que nous n'en sommes capables.
Quel bon temps il passait, assurément. Pièces et tableaux vivants, promenades en traîneau et batifolage en patin, soirées agréables dans le vieux salon et, de temps à autre, petites fêtes joyeuses dans la grande maison. Meg pouvait flâner dans le jardin d'hiver lorsqu'elle le désirait et se régalait à fabriquer des bouquets. Joe parcourait avec voracité la nouvelle bibliothèque et ses critiques ébranlaient le vieux monsieur. Amy copiait les tableaux et, pour son plus grand plaisir, profitait de toute cette beauté. Et Laurie jouait le seigneur du château de la manière la plus charmante. Mais Beth, qui pourtant se languissait du piano à queue, ne parvenait pas à prendre son courage à deux mains pour pénétrer dans le manoir de la félicité, comme Meg le surnommait. Elle s'y rendit un jour avec Joe, mais le vieux monsieur, qui ne savait rien de son infirmité, la regarda avec tant d'intensité sous ses épais sourcils et cria « Hé !» si fort qu'il l'effraya au point que ses pieds claquaient sur le sol, raconta-t-elle à sa mère, et elle s'enfuit, déclarant qu'elle n'y retournerait jamais, pas même pour ce cher piano. Ni la persuasion, ni la séduction ne réussirent à lui faire surmonter sa peur jusqu'à ce que, les faits étant parvenus aux oreilles de Mr. Lawrence de quelque mystérieuse façon, il entreprit d'arranger les choses. Durant l'une de ses brèves visites, il aborda adroitement le sujet de la musique et parla des grands chanteurs qu'il avait vus, des belles orgues qu'il avait entendues et raconta de si charmantes anecdotes que Beth ne put se résoudre à demeurer à l'écart dans son coin, mais s'approcha à pas de loup, de plus en plus près, comme fascinée. Elle s'arrêta derrière sa chaise et resta là à l'écouter, les yeux écarquillés et les joues rouges d'excitation devant cette performance inhabituelle. Ne prenant pas davantage garde à elle que si elle avait été une mouche, Mr. Lawrence poursuivit en parlant des leçons et des professeurs de Laurie et, peu après, comme si l'idée venait juste de lui traverser l'esprit, il dit à Madame March « Le garçon néglige la musique désormais, et je m'en réjouis parce qu'il commençait à trop aimer ça. Mais le piano souffre de ne pas être utilisé. Une de vos filles ne voudrait-elle pas venir s'y exercer de temps à autre pour qu'il reste accordé? Vous comprenez, madame ?» Bess avança d'un pas et, pour éviter de taper dans ses mains, car la tentation était irrésistible, elle les joignit et les serra. L'idée de s'exercer sur ce splendide instrument lui coupait le souffle. Avant que Madame March n'eût le temps de répondre, Mr. Lawrence poursuivit avec un étrange hochement de tête et un sourire. Inutile de rencontrer ou de parler à qui que ce soit, il suffit de venir à n'importe quel moment. Je suis enfermé dans mon bureau à l'autre bout de la maison. Laurie est dehors la plupart du temps et les domestiques ne s'approchent jamais du grand salon après 9 heures du matin. Alors il se leva comme pour partir et Beth décida à s'exprimer car cet arrangement était tout ce qu'elle désirait. Je vous en prie, répétez aux jeunes filles ce que je viens de vous dire et si elles ne veulent pas venir, eh bien, ça ne fait rien. À ce moment-là, une petite main se glissa dans la sienne et Beth leva vers lui un visage débordant de gratitude et dit de sa voix la plus sérieuse, bien que timide: « Oh, monsieur, elles veulent bien, vraiment, vraiment. »« Êtes-vous la musicienne ?» demanda-t-il sans le moindre « hey » susceptible de la faire sursauter en la regardant très aimablement. « Je suis Beth. J'adore la musique et je viendrai si vous êtes certain que personne ne m'entendra. Il ne sera dérangé, ajouta-t-elle, craignant d'être impolie. Et tremblant devant sa propre audace. Personne, ma chère. La maison est vide la moitié de la journée. Alors venez et cognez sur les touches autant que vous le voulez, je vous en saurai gré. Que vous êtes gentil, monsieur. Bess rougit comme une rose sous son regard amical. Mais elle n'avait plus peur à présent et elle serra la grosse main avec reconnaissance car elle n'avait pas de mots pour le remercier du précieux cadeau qu'il venait de lui offrir. D'une caresse, le vieux gentleman lui écarta doucement les cheveux du front et, se penchant, il l'embrassa en disant sur un ton qu'il adoptait rarement: « J'ai eu autrefois une petite fille avec des yeux comme les vôtres. Dieu vous bénisse, mon enfant. Passez une bonne journée, madame. » Et il partit en toute hâte.
Bess s'extasia avec sa mère, puis courut à l'étage pour faire part de la merveilleuse nouvelle à sa famille d'invalides, puisque les filles n'étaient pas à la maison. Qu'elle chanta avec allégresse ce soir-là, et comme elles rirent d'elle lorsque, dans son sommeil, elle réveilla Amy au milieu de la nuit en jouant du piano sur son visage. Le lendemain, ayant vu le vieux et le jeune monsieur sortir tous de la maison, Bess, après 2 ou 3 replis, entra franchement dans la demeure par la porte latérale et se dirigea aussi silencieusement qu'une souris vers le grand salon où se trouvait son idole. Tout à fait par accident, naturellement, une jolie partition facile à jouer était posée sur le piano. C'est pas possible. Et de ses doigts tremblants, et après de fréquentes interruptions pour écouter et observer autour d'elle, Bess finit par toucher le magnifique instrument et oublia immédiatement sa frayeur, elle-même et tout le reste, à l'exception du plaisir indicible que lui procurait la musique, car elle était comme la voix d'un ami cher. Elle s'attarda jusqu'à ce que Hannah vienne la chercher pour déjeuner, mais elle n'avait pas d'appétit et se contenta de rester assise et de sourire à tout le monde dans un état de béatitude absolue. Par la suite, le petit bonnet marron se glissa à travers la haie presque chaque jour et le grand salon était hanté par un esprit mélodieux qui entrait et sortait sans être vu. Elle ne sut jamais que Mr. Lawrence ouvrait fréquemment la porte de son bureau pour entendre les airs d'autrefois qu'il aimait. Oh. Elle ne vit jamais Laurie monter la garde dans le couloir pour éloigner les domestiques. Elle ne soupçonna jamais que les cahiers d'exercice et les nouvelles chansons qu'elle trouvait sur le pupitre étaient posés là spécialement à son intention. Et lorsqu'il lui parlait musique à la maison, elle songeait seulement à quel point il était gentil de lui dire des choses qui l'aidaient tellement. Elle prenait donc un immense plaisir et découvrit, ce qui n'est pas toujours le cas, que son vœu exaucé était parfaitement conforme à ses espoirs. C'était peut-être parce qu'elle était si reconnaissante de cette bénédiction qu'une plus grande encore lui fut accordée. Quoi qu'il en soit, elle méritait les deux. « Maman, je vais coudre une paire de pantoufles pour Mr. Lawrence. Il est si gentil pour moi que je dois le remercier et je ne connais pas d'autre façon. Je peux le faire ?» demanda Bess quelques semaines après la visite riche en événements du vieux monsieur. « Oui, ma chérie, cela lui fera grand plaisir et c'est une belle façon de le remercier. Les filles t'aideront et je paierai pour les fournitures, répondit Madame March, qui aimait par-dessus tout accéder aux demandes de Bess, qui réclamait si peu pour elle-même. Après de nombreuses discussions sérieuses avec Meg et Joe, le modèle fut choisi, le matériel acheté, les pantoufles commencées. Il fut décidé qu'un bouquet de pensées, fleurs nobles tout en étant gai, serait approprié et joli, et Bess se mit à l'ouvrage, tôt le matin et tard le soir, avec de temps à autre de l'aide pour les parties ardues. C'était une petite couturière adroite et elles furent terminées avant qu'aucune des filles ne s'en lasse. Puis elle écrivit un mot très court et simple et, avec le concours de Laurie, elle les déposa subrepticement sur le secrétaire un matin, avant que le vieux monsieur ne soit levé. Passé le moment d'excitation, Bess attendit de voir ce qui allait advenir. La journée s'écoula, puis la moitié de celle du lendemain, sans qu'elle ne reçût le moindre remerciement et elle commençait à craindre d'avoir offensé son ami grincheux. L'après-midi du second jour, elle sortit pour une course et faire à Johanna, la poupée invalide, ses exercices quotidiens. Sur le chemin du retour, en arrivant en haut de la rue, elle vit 4 têtes qui apparaissaient et disparaissaient derrière la fenêtre du salon, et au moment où elles l'aperçurent, plusieurs mains s'agitèrent et plusieurs voix pleines de gaieté crièrent « Il y a une lettre du vieux monsieur, dépêche-toi, viens la lire !»« Oh, Beth, il t'a envoyé !» commença Amy en gesticulant avec une énergie inconvenante, mais elle n'alla pas plus loin, car Joe refroidit son ardeur en refermant brusquement la fenêtre. Beth se hâta, l'attente la mettant dans tous ses états.
À la porte, ses sœurs lui sautèrent dessus et la portèrent au salon en une procession triomphale, toutes le doigt tendu, parlant d'une même voix. « Regarde, regarde !» Bess regarda et pâlit de joie et de surprise, car là se trouvait un petit piano-cabinet, une lettre posée sur le couvercle laqué, comme un panonceau adressé à Mademoiselle Elisabeth March. Ah là là. Ah là là. La générosité, c'est vraiment ce qui est de pire pour moi, pour mes lectures. La générosité, la bonté. C'est idiot, hein, je sais. Je suis sentimentale. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est bon, je me suis mouchée. Pardon pour les bruits du micro. Pour moi, s'étrangla Bess, s'accrochant à Joe, ayant la sensation qu'elle allait s'effondrer tant elle se sentait submergée par tout ça. Oui, tout pour toi, ma chérie. N'est-ce pas merveilleux de sa part? Ne crois-tu pas qu'il est le plus adorable des vieux monsieur du monde entier? La clé est dans la lettre. On ne l'a pas ouverte, mais on meurt d'envie de savoir ce qu'il dit, s'écria Joe en enlaçant sa sœur et en lui tendant le mot. Lis-le, j'en suis incapable, je me sens trop bizarre. Oh, il est trop beau. Et Bess enfouit son visage dans le tablier de Joe, bouleversée par son cadeau. Joe déplia le papier et se mit à rire, car les premiers mots qu'elle lut étaient « Mademoiselle March, chère madame, comme c'est joli. J'aimerais bien que quelqu'un m'écrive ainsi, dit Amy, qui trouvait cette façon démodée de s'adresser à sa sœur très élégante. J'ai eu de nombreuses paires de pantoufles dans ma vie, mais jamais aucune qui ne m'alla aussi bien que les vôtres, poursuivit Joe. La pensée sauvage est ma fleur préférée. C'est pas possible. Et celles-ci me rappelleront toujours leur douce donatrice. J'aime payer mes dettes. Je sais donc que vous permettrez au vieux monsieur de vous envoyer un objet qui a autrefois appartenu à la petite fille qu'il a perdue très jeune. Avec de chaleureux remerciements et mes meilleurs vœux, je demeure votre ami reconnaissant et humble serviteur, James Lawrence. C'est pas facile pour moi. Pardon, je regarde. Allez. Eh bien, Bess, c'est un honneur dont tu peux être fière, c'est certain. Laurie m'a raconté à quel point Mr. Lawrence aimait l'enfant qui est morte et comment il conservait soigneusement toutes ses petites affaires. Imagine, il t'a donné son piano. C'est parce que tu as de grands yeux bleus et que tu adores la musique, dit Joe. Tentant d'apaiser Bess, qui tremblait et semblait plus excitée que jamais. Regarde ces ingénieux supports pour les bougies et la belle soie verte plissée avec une rose dorée au milieu et le joli pupitre et le beau tabouret. Tout est là, ajouta Meg en ouvrant l'instrument pour exhiber ses splendeurs. Votre humble serviteur James Lawrence, tu l'imagines en train de t'écrire ça? Je vais l'annoncer aux filles. Elles vont trouver ça hilarant, dit Amy, très impressionnée par le message. Essaie-le, ma chérie. Écoutons comment sonne le bébé piano, dit Anna, qui partageait toujours les joies et les peines de la famille. Bess l'essaya donc et toutes proclamèrent qu'il s'agissait du plus remarquable piano qu'elles eussent jamais entendu. Il était évident qu'il avait été récemment accordé et remis en état, mais aussi parfait fut-il, je crois que son véritable charme résidait dans les plus heureux des visages penchés au-dessus de lui, tandis que Beth caressait avec amour les belles touches noires et blanches et appuyait sur les pédales étincelantes. « Il va falloir que tu ailles le remercier, dit Joe en plaisantant, car l'idée que l'enfant puisse réellement le faire ne lui était pas venue à l'esprit. « Oui, j'en ai l'intention. Je pense y aller immédiatement, avant d'être effrayée à cette idée.
Et à la plus grande stupéfaction de la famille rassemblée, Beth traversa posément le jardin, franchit la haie, puis la porte des Lorenz. Eh ben, que le diable m'emporte si c'est pas la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Le piano lui a tourné la tête. Elle y serait jamais allée dans son état normal, s'écria Anna en la suivant des yeux tandis que les filles restaient sans voix devant ce miracle. Elles auraient été encore davantage stupéfaites si elles avaient été témoins de ce que Beth fit ensuite. Croyez-moi si vous voulez, mais elle alla frapper à la porte du bureau avant de s'accorder le temps de réfléchir et, lorsqu'une voix bourrue cria « Entrez !» elle entra, se dirigea droit sur Mr. Lorenz qui avait l'air quelque peu interloqué, étendit la main en disant avec seulement un léger tremblement dans la voix « Je suis venue vous remercier, monsieur Bourg. » Mais elle n'acheva pas sa phrase. Car il avait un air si amical qu'elle en oublia son discours et ne se souvenant que de la perte de la petite fille qu'il aimait, elle passa les bras autour de son cou et l'embrassa. Si le toit de la maison s'était soudain envolé, le vieux monsieur n'aurait pas été plus abasourdi, mais ça lui plut. Mon Dieu, oui, ça lui plut terriblement, et il fut si touché et heureux de ce petit baiser candide que toute son acrimonie disparut. Alors, il l'installa sur ses genoux et posa sa joue ridée contre sa joue rose, avec l'impression d'avoir retrouvé sa propre petite fille. À cet instant-là, Beth cessa d'avoir peur de lui et continua de lui parler avec autant de facilité que si elle l'avait connu toute sa vie. Car l'amour chasse la peur et la gratitude peut vaincre la fierté. Quand elle rentra chez elle, il la raccompagna jusqu'au portail des March, lui serra cordialement la main et porta un doigt à son chapeau en regagnant sa demeure d'un pas décidé. Plein de dignité et très droit, tel le vieux gentleman, beau et à l'allure militaire qu'il était. En observant ce spectacle, Joe se mit à danser la gigue pour exprimer sa satisfaction. Amy faillit tomber de la fenêtre de surprise et Meg s'exclama, les mains levées « Eh bien, je crois que c'est la fin du monde !» Et je crois que je vais m'arrêter là parce que ça devient compliqué là. Je me penche, et plus je me penche, plus je me rapproche du micro, pardon, excusez-moi. Waouh. Vous savez quoi? J'ai beaucoup plus chaud. C'est déjà ça. Bon, je voulais vous chanter une chanson. Est-ce que je suis en état? Je suis pas sûre. Je vais essayer quand même. Vous m'avez pas vu quand je regarde le film. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that the time you must keep on trying. Smile, what the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you
just smile. That the time you must keep on trying. Smile. What the use of crying? You'll find that life still worthwhile if you just smile. Je me rappelais pas de l'air, j'ai fini un peu comme ça. Voilà. Waouh, pardon, c'était difficile de chanter parce que ma gorge était toute serrée. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. À bientôt.